Alors bonjour, aujourd'hui nous allons entamer et voir ensemble la problématique liée au prédimensionnement des murs de soutènement. Alors les murs de soutènement, nous pouvons les rencontrer dans différentes configurations et pour différents cas. Alors en général, un mur de soutènement est nécessaire lorsqu'on a à soutenir des terres, soit par rapport à un talus naturel, donc existant, par lequel, en dessous duquel, je dirais, on va mettre une route ou un équipement, ou bien c'est un talus que nous-mêmes avons créé après avoir choisi une côte projet. Alors le terrain auquel nous nous intéressons aujourd'hui est le suivant. Donc vous pouvez voir ici une photo, d'accord? C'est une photo prise à l'entrée du terrain. Alors ici, regardez, vous avez le plan topographique de ce terrain. Voilà, je vais faire un zoom out. Voilà, donc notre terrain, c'est un terrain qui est assez régulier, comme vous pouvez le voir. Très bien, alors la photo, je l'ai prise de ce niveau-là, là où vous voyez ici la flèche. Et donc ce que je vois, regardez, donc tout d'abord j'ai une clôture ici, c'est un mur d'enceinte pour un autre bâtiment voisin. On peut le voir ici, à ce niveau, voilà, cette clôture-là. Et tout à fait au fond, regardez, vous avez des arbres et carrément un talus à paroi verticale, d'accord? Donc, regardez la hauteur du talus qui est quand même assez considérable à ce niveau-là. Très bien. Donc, regardez le terrain. Donc, vous avez une topographie assez, je dirais, régulière. C'est-à-dire que le terrain est presque plat. Donc, c'est trois photos qui sont collées, mais qui donnent l'allure du terrain. Donc, la première photo, la deuxième ici et la troisième que j'ai recollée. Et vous voyez ici que le terrain le talus est très important ici, il monte encore un petit chouïa en haut là-bas, et puis il commence à redescendre. Vous voyez même qu'il y a des talus ici, des terres qui tombent, et on peut le voir ici, ces terres-là qui tombent, c'est un talus à paroi inclinée. Ici, c'est presque vertical, vous voyez, les petits traits, les petites hachures verticales ici, on voit que le talus est presque vertical à cette extrémité-là. Voilà, donc tout ça, il va falloir le soutenir. Donc le projet, donc soit un levé topographique du terrain suivant, situé à Alger, c'est à Babali, d'une superficie de 3115 mètres carrés. Il est destiné à la réalisation d'une usine de fabrication de médicaments. Donc l'usine maintenant elle est terminée, elle est opérationnelle et tout marche pour le mieux. Mais voilà, avant de réaliser cette usine-là, il fallait soutenir toutes ces terres-là à l'aide d'un mur de soutènement. Donc on peut remarquer sur la photo prise depuis la route que le terrain présente des talus plus ou moins importants qu'il conviendra de stabiliser, c'est clair, d'accord, qu'il conviendra de stabiliser, donc je souligne ce mot-là, stabiliser, au moins d'ouvrages de soutènement. Alors la question, en optant pour des murs de type cantilever, hein, vous pouvez revenir au cours des murs de soutènement que j'ai déjà publié, pour lequel j'ai déjà publié le PDF. La vidéo, elle va suivre d'ici demain. Donc, en optant pour des murs de type cantilever, donc, et une côte projet, voilà, une côte projet, je l'entoure, de 100.00, on demande de prédimensionner donc les murs de soutènement, ces derniers, et d'évaluer la quantité des bétons pour l'ensemble du projet, en retenant comme prix unitaire du mètre cube de béton 65 000 dinars. On vous demande de faire le chiffrage de ce projet-là. On donne la profondeur d'ancrage de mètres. Très bien. Alors, avant de se lancer dans les calculs, etc., nous allons examiner en profondeur et faire une lecture de notre levée topographique. Alors, pour que ça paraisse, donc je disais, pour que ça paraisse plus clair chez vous, donc j'ai préféré afficher le plan topographique sur AutoCAD. Alors, voici notre terrain. Donc, voici la route. On peut voir qu'au niveau de la route, nous avons des côtes de 97, 98, donc regardez, donc ça monte, c'est 90 et puis ça descend. Et puis je rentre dans le terrain, regardez, les côtes altimétriques, voici la station de référence, ici, comme vous le voyez ici, la station de référence, très bien, elle est à 100.00,
Et on voit que les cotes altimétriques, elles sont donc 99, 99, 100,18, donc il y a 20 cm entre là et là, 31 entre là et là. Et donc voilà, globalement, le terrain, donc 100.43 ici, 100.55 ici. Donc le terrain est relativement plat. Attention, ici, regardez, vous avez 102.95. Alors, cette côte-là, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Le jour où le topographe nous a remis ce plan topographique, on a été attiré par cette côte. Donc, regardez, tout ce qu'il y a autour, il est à 100 points quelque chose. Et puis, une côte sortait du lot et c'était 102,80. Donc, c'est pratiquement 103. Heureusement qu'on est parti sur terrain et on a fait cette photo. Regardez, le terrain, il est plat. Alors, ce point de 102,95, il est à peu près à ce niveau-là. Il n'y a pas 3 mètres. Donc, j'ai appelé le topographe. Donc, il s'agit d'une erreur. Donc, il avait corrigé depuis. Moi, je l'ai laissé ici pour uniquement attirer votre attention que lorsque vous avez un projet, s'il vous plaît, un architecte doit se déplacer sur site. Ne restez pas au bureau et les gens font le travail à votre place. Donc, il faut aller sur site et voir de visu les conditions du site et faire par vous-même l'enquête préliminaire avant d'entamer votre process d'étude. Alors très bien, donc regardez, donc le terrain il est pratiquement à 100, quelque chose. Alors c'est pour cela qu'on a, comme l'énoncé le stipule, on a retenu la cote projet ici à 100.00. Parfait. Donc notre code projet sera à 100.00. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir terrasser tout ça à la cote 100.00. Donc on va pratiquement enlever quelques centimètres. Alors ici par exemple c'est 46 cm, ici c'est 35, c'est pas énorme. C'est pas vraiment beaucoup, donc on a nivelé à la cote 100.00, ça tombe bien, regardez, on est un peu plus haut que la route est à 97,80, donc on est à 98, 98,54, d'accord, donc on est un peu plus haut que la route, et c'est tant mieux, d'accord, donc il faut toujours essayer d'avoir votre assiette un petit peu plus surélevée pour éviter tout risque d'inondation, etc., etc. Voilà, donc notre terrain il est le suivant. Alors voyons maintenant les cotes altimétriques. Donc maintenant on sait que tout ça sera nivelé à 100.00 et du coup toutes ces valeurs ne veulent absolument plus rien dire pour moi. Voilà, et donc tout ça est nivelé à 100 et je vais faire une lecture des cotes topographiques, des cotes altimétriques au-dessus du talus. Commençons par le coin qui est ici. C'est le coin qui est là. Vous voyez, ici, tout à fait en haut à gauche, c'est ce coin-là. J'ai une cote à 106,37. Vous le voyez, très bien. La cote bas talus, elle est à 100.75. Mais attention, n'oubliez pas, on a nivelé à 100. Donc en bas, c'est 100. Et en haut, c'est 100,37. J'avance de quelques mètres. La prochaine cote altimétrique, c'est 107. Elle est située à une certaine distance, que je pourrais coacher tout à l'heure. Je peux le faire tout de suite. Voilà la distance de ce point, à ce point, elle est environ de 20,25 mètres, 20,3 mètres, d'accord? De ce point-là au coin, je la mesure, environ 2,90 m. Voilà. Donc regardez, ici je suis à 106,37, cote altimétrique. J'avance de 20 mètres, je suis à 107. Donc regardez, le talus, il monte. On peut le voir sur la photo. Regardez. Et effectivement, ça monte un petit chouïa ici, à ce niveau-là. Regardez ce niveau et ce niveau. On monte un petit chouïa. D'accord? À peu près de 90 cm. Alors de là jusqu'au coin droit, on est à 108,15. Je reviens à la photo que j'ai prise
pris soin de prendre correctement, on voit bien, regardez, que ça monte. Effectivement, le plan topographique n'est pas en train de mentir. Alors même ici, regardez, de ce coin-là, en faisant le retour, je monte encore. On peut vérifier ça. Donc on était à 108,15. Voilà, on est à 108,31. Ça monte un petit peu. Ainsi de suite, voilà. On peut remarquer maintenant ce talus-là. Ce petit talus-là, sur cette photo. Voilà, le petit talus. Alors, j'ai pas mis toutes les photos. Toutes les photos, vous les avez à ce niveau. Donc, j'ai recollé. Voilà. Et vous avez une vue panoramique de tout votre terrain. Donc, c'est variable. Les hauteurs sont variables. La cote projet est fixe à 100.00. Ce qui, voilà, ce qui veut dire que mes hauteurs de murs de soutènement, elles aussi, vont être variables. Voilà, d'une certaine hauteur H ici, jusqu'à presque rien du tout comme hauteur de mur à ce niveau. Regardez, parce qu'il y a presque plus de talus à l'extrémité du mur. Parfait. Alors voilà, donc d'une manière générale, nos murs de soutènement de type cantilever, d'accord, cantilever, c'est des murs de ce type-là. Voilà, vous avez une épaisseur fixe en général, elle est de 20 à 25 cm vers le haut. Vers le bas, nous avons une épaisseur du rideau qu'on appelle ER. Ici, vous avez l'épaisseur de votre semelle, ES. Ici, c'est la hauteur totale du mur. Ici, c'est la hauteur d'ancrage. Alors, la hauteur d'ancrage, c'est quoi? C'est pour arriver au bon sol. Ça, c'est le bon sol. Les murs de soutènement doivent être posés sur des sols qui sont très résistants. Alors, ici, c'est la largeur B. Très bien. Alors, ici, regardez, c'est là où on a fixé notre cote projet est égal. Donc, on va terrasser tout ça au niveau plus 100.00. Et voilà, vous remarquez, comme on avait vu tout à l'heure, voilà, les différentes hauteurs. Donc, à chaque fois que j'ai une hauteur au-dessus du talus, par exemple, ici, je suis à 106,37. Vous voyez, ici. Donc, je vais être, par exemple, ici à 106,37. La hauteur du mur, comment je vais pouvoir la calculer? Ce sera 106,37 moins la cote projet. Donc, j'aurai une hauteur de, jusqu'à ce niveau-là, de là à là. Bon, c'est un petit peu incliné, mais normalement, c'est droit. De 6,37, qui est à peu près égal à 6,40. D'accord? Plus la hauteur d'ancrage. Jusqu'ici. Plus 2 mètres. Hauteur d'ancrage, 2 mètres. Donc, à ce niveau-là, le voile, il aura pour hauteur combien? H va être égal à combien? A, l'altitude en ce point, donc 6,37, d'accord, moins la cote projet, 100,00, plus l'ancrage, 2 mètres. Je trouve combien? 106,37 moins 100, ça fait 6,37, à peu près 6,40, plus 2. Donc la hauteur du mur en ce point-là, ça va être égal à environ 8 mètres 40. Très bien. Donc on pourrait faire ça pour tous les points, pour ce point-là, pour ce point-là, etc. Alors, pour faire cet exercice, il y a, je dirais pas une astuce, il y a une manière de faire. Comme les murs vont être de hauteurs différentes, eh bien nous allons découper, d'accord, nos murs en tranches. Regardez, ici, j'ai la tranche 1. Donc, ce point n'a pas été donné par le topographe, la hauteur au-dessus du talus, donc je peux garder 106,37. C'est la même altitude en haut. En bas, la cote projet, c'est toujours plus 100.00. D'accord? Alors, de là à là, j'ai ma deuxième tranche. Ce sera la tranche T2 d'une longueur L2
ici T1 d'une longueur L1. Alors pour la première tranche, vous voyez que le mur, étant donné que les hauteurs sont identiques, 106,37, 106,37, vous allez avoir un mur de hauteur constante à ce niveau-là. Je peux le dessiner de face. Ce que je suis en train de dessiner, c'est le mur de face. Ça, c'est la côte projet. Ensuite, je rajoute mon ancrage de 2 mètres. D'accord? Et j'ai mes 2 mètres. Alors ici, vous avez 8,40. Ici, kiff kiff, 8,40. Parce que les hauteurs en haut, c'est les mêmes. Alors pour cette tranche-là, bien sûr, la longueur de la tranche T1, je peux la coacher sur AutoCAD. Elle est à peu près, comme je l'ai fait tout à l'heure, de 2,90 m. Très bien. Pour la tranche 2, d'accord, la longueur a été de 20 mètres, des poussières. Donc, mais la hauteur, regardez. Ici, je vais avoir une certaine hauteur. Si je dessine ce mur, par exemple, vu de face, je vais avoir une hauteur à ce niveau qui est égale à 8,40. C'est la suite. Mais ici, je vais calculer ma nouvelle hauteur. Le mur, il sera comme ça, en sifflet. D'accord? Il monte un petit chouïa. Ça sera 7,24 moins 100, ça fait 7,24 moins 100, ça fait 7,24 plus 2. Et bien, je vais avoir ici une hauteur de mur de 9,24. Donc la deuxième tranche, donc la première tranche, elle est collée, elle est ici. Celle-là, réellement, elle est collée à ça. Et donc, je vais avoir en deuxième tranche un mur qui aura une hauteur variable. Bien sûr, on rajoute à chaque fois notre ancrage. Ainsi de suite, donc de première tranche, deuxième tranche, et ici je vais avoir une troisième tranche, T3. Alors en tout, j'ai découpé mon terrain en 8 tranches, donc T3. Ici, je vais faire la tranche T4. Ici, je vais faire la tranche T5. Ici, je vais faire la tranche T6, T7. Et en fin de projet, je vais avoir la tranche, regardez ici, T8. Pour lesquels les hauteurs de terrain, ça sera 6 moins 100.00, d'accord? Donc ça sera 6 moins 106,03 moins la côte projet, ça sera 6,03 plus 2 mètres, donc 8,03, à peu près 8 mètres. Et ici, regardez, le mur il se termine à 3,80 plus 2 mètres à 5,80, y compris bien sûr l'ancrage. Alors l'ancrage, on vous le donnera toujours. C'est une donnée, donc l'ancrage, la profondeur d'ancrage, c'est une donnée du projet qui est fournie par le rapport géotechnique. Donc il vous donne la contrainte sigma sol, il vous donne aussi, hein, rappelez-vous, lorsqu'on avait fait les fondations, sigma sol, mais aussi la profondeur à laquelle on va trouver ce bon sol, cette bonne sigma sol. Donc regardez, donc maintenant, finalement, lorsqu'on a affaire à un mur de soutènement, il est très important, avant d'aller prédimensionner ce mur de soutènement, de déterminer les différentes hauteurs. Voilà. Par exemple ici 8,40, 8,40, 8,40 puis 9,24. Ici 9,24 jusqu'à, regardez, 108,15, donc 8,15, donc ce sera 10,15 ici. Vous allez avoir une hauteur totale de 10,15 pour cette tranche-là, la tranche T3. Alors je vais la dessiner. Donc vue de face. Je suis en train de voir de face mon mur de soutènement. Alors ici je vais avoir 9,24. D'accord? C'est cette côte-là, plus 2 mètres. Ici, je vais avoir, regardez, 108,15. Je vais avoir 8,15 moins 100, ça fait 8,15. 108,15 moins 100, ça fait 8,15 plus 2, donc ce sera 10,15. Très bien. Donc, ce qui est très important lorsqu'on compte dimensionner des murs de soutènement, c'est déterminer les hauteurs. Et bien sûr, dans ce cas-là, je ne vais pas faire la même hauteur partout. Mon mur de soutènement va suivre mon terrain. Lorsqu'il est droit, mon mur est droit en haut. Ensuite, il va suivre mon terrain. Chaque fois, il monte, il monte. S'il faut qu'il redescende, eh bien, il redescendra.
comme on le verra pour les tranches T6 et T5 et T8. Alors maintenant, on va essayer de parler du prédimensionnement du mur. Alors prédimensionner le mur, ça veut dire quoi? Prédimensionner un mur de soutènement, ça veut dire déterminer le B, la largeur du mur, l'épaisseur R du rideau et l'épaisseur S de cette semelle. Une fois que toutes ces épaisseurs, bon bien sûr les H sont déterminées à ce niveau-là. D'accord? Ainsi de suite. Une fois que j'ai mes H, je passe à la détermination de B, de l'épaisseur du rideau et de l'épaisseur de la semelle. Très bien. Une fois que j'ai tout ça, eh ben, je pourrais calculer facilement les volumes. Le volume du béton du rideau, jusqu'ici. Ensuite, je pourrais calculer le volume de ma semelle qui est à ce niveau-là. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Nous allons prendre la première tranche, d'accord, cette première tranche, et on va lui faire les calculs et voir quel est le volume béton pour ces 2,90 m, puisqu'on a tout à l'heure on avait mesuré 2,90 m ici. Donc on va voir quel est le volume béton pour mettre un mur de soutènement de hauteur 8,40 sur cet espace-là. Alors voilà, avant de commencer donc les calculs, je vous donne à peu près donc les différentes tranches. Alors regardez, ici la première tranche T1, ici la deuxième tranche, je vous donne même les longueurs de chaque tranche. Donc tranche T2, de ce point à ce point, donc de 106,37 jusqu'à 107,24. Et je vous donne même les hauteurs de mur. Bien sûr, essayez de les recalculer. La tranche 3, la tranche 4, la tranche 5, la tranche 6, voilà, la tranche 7, et la dernière tranche, la tranche 8. Donc on a en tout, voilà, on a en tout 7 tranches, T1, T2, T3, T4, T5, donc des murs à hauteur variable. Et on va faire tous ces calculs-là. Bon, vous allez les faire. Pour le TD, donc on va faire juste 2 tranches pour vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Voilà. Donc prenons la tranche 1. Tranche 1. T1. Donc nous avons des hauteurs de mur, comme ici, regardez, de 6,40 plus 2 mètres, donc l'ancrage, donc j'aurai un mur qui serait comme ça, droit, vu que les hauteurs ici et là c'est les mêmes, donc voilà la hauteur du mur. Là c'est le niveau de la côte projet, le terrain. Bien sûr on le prolonge à l'intérieur, c'est l'ancrage de 2 mètres d'ancrage. Donc cette hauteur, c'est 2 mètres. Cette hauteur, comme on l'avait vu tout à l'heure, ça sera 6,40. Voilà, c'est la côte dessus talus moins la côte projet qui est égale à plus. Donc voilà, c'est un petit peu notre mur. Alors nous allons maintenant dimensionner le B de ce mur. Je sais que H, maintenant H total, c'est 6 plus 4 plus 2, 6,4 plus 2, c'est égal à 8,40 mètres. Comme le H, pardon, comme le B, il est compris entre deux valeurs, 0,5H et 0,7H, ben pour nous, étant donné qu'on n'a pas de données réelles sur le type du sol, nous allons nous placer en sécurité et choisir le B, ce côté-là. Avoir un plus grand B, ça va toujours dans le sens de la sécurité. Alors pourquoi on donne deux intervalles, c'est-à-dire il varie entre 0,5H et 0,7H? Ben, tout simplement parce que c'est pas tous les sols
qui poussent sur le mur, comme on avait vu en cours. C'est pas tous les sols qui poussent de la même manière. Il y a des sols qui sont comme les sables, qui sont pulvérulents, donc ils ont des coefficients de poussée très importants. Par contre, il y a des sols argileux qui sont cohérents, donc qui tiennent déjà en place, si j'ose dire. Et dans ce cas-là, la poussée, elle serait moindre. Très bien. Donc si la poussée, donc terrain argileux, donc si c'est une argile, ou bien de type argileux, donc il est cohérent, donc on irait choisir le B de ce côté-là, donc un petit B. Mais si notre sol pousse excessivement, donc c'est du type sol pulvérulent, donc comme les sables, il va pousser énormément. Et donc pour avoir l'équilibre, une grande poussée, comme on l'avait vu en cours, pour avoir un équilibre, il faudrait que la base soit plus importante, que le B va tendre vers 0,7H. Dans notre cas, eh bien, on va choisir B est égal B égale 0,7 fois la hauteur totale H, donc 8,40. Et ça me donne B environ égal à 5,88 mètres. On ne va pas laisser cette valeur, on va lui rajouter un petit peu et on peut choisir vers l'excès, B est égal à 5,90. Vous voyez quand même, la largeur de la semelle, elle est quand même énorme. Pour 8 mètres, 5 mètres. Oui, effectivement, les murs de soutènement ont cette particularité que leur base est importante. Très bien. Alors maintenant, passons au calcul des épaisseurs. ER, c'est égal à ES, c'est égal à 8,40. J'applique la relation sur 12. Certains manuels vous disent, vous prenez prendre ES égale ER H sur 10. Alors pour des raisons d'économie, et actuellement nous avons de plus en plus de béton très rigide, très résistant, pardon. Donc on peut prendre H sur 12 facilement. Et dans notre cas là, je fais le calcul, 8,40 divisé par 12, ça me donne exactement une valeur de 0,7 mètres qui est égale à 70 cm pour ER et pour ES. Voilà, donc la géométrie de la tranche 1, attention, tranche 1, elle est complètement définie. J'ai une longueur de combien? 2, regardez ici, 2,90. Une hauteur totale de 8,40 pour le rideau. D'accord, ça c'est le rideau. Ça c'est la semelle. Voilà. Donc j'ai une largeur B de 5,90 m, une hauteur de rideau 8,40. Donc je peux maintenant passer au calcul, d'accord, du volume. Et bien on va calculer d'abord le volume de la semelle. C'est quoi le volume de la semelle? Donc j'ai une semelle qui fait 8,40 m de large, multiplié par une longueur de 2,90 m, par une épaisseur que je viens de calculer de 0,70. Tout ça me donne un volume de semelle égal à combien? Pardon, ici c'est pas 8,40, c'est 5,90 la largeur de la semelle. Je corrige. Attention de faire des erreurs pareilles. Donc c'est 5, la largeur de la semelle, c'est ce B, fois 2,90, donc 5,90 par 2,90 par 0,7, ça me donne 11 mètres cubes, presque 12 mètres, donc 11,98 mètres cubes pour la semelle. Le volume de cette semelle. Vous voyez ici. Très bien. Alors, passons maintenant au calcul
du volume béton du rideau. Alors le rideau c'est quoi? C'est tout ça. Ça sera quoi? C'est la hauteur H totale. 8,40. Mais attention, à laquelle on diminue l'épaisseur de la semelle. Donc volume rideau, c'est quoi? Je vais écrire là l'expression littérale. H moins l'épaisseur de la semelle, d'accord, fois le rideau. On avait dit que son épaisseur au sommet était de 25, ici elle est de 70. C'est une épaisseur variable. Donc c'est un trapèze, donc on va calculer là l'épaisseur moyenne. Alors ça sera quoi? Ça sera 0,25, fixe toujours 0,25 en haut, plus l'épaisseur du rideau, qui est égale à 0,70, divisé par 2. Ça, plus ça, divisé par 2, et on a l'épaisseur moyenne. Donc, multiplié, bien sûr, par la longueur de la tranche, par L tranche. Qu'est-ce que ça nous donne, tout ça? Alors, ça me donne volume rideau pour la tranche 1, c'est égal à H, donc c'est 8,40 moins 0,70 multiplié par 0,25 plus 0,70 divisé par 2 multiplié par 2,90. Et on trouve V rideau est égal 10, bien sûr vous refaites les calculs là, 607 mètres cubes. Donc finalement, le volume béton pour la tranche 1, c'est égal à quoi? Ce sera égal à cette valeur, donc le volume de la semelle, plus le volume du rideau. Donc, ce sera 11,98 plus 10,607, et c'est égal à 22, à peu près 22,59 mètres cubes. Très bien. Voilà donc pour la tranche 1. Et on va faire la même chose maintenant pour la tranche 2. Pour cette tranche 2, comme vous voyez ici. Ben, c'est un petit peu différent, seulement que c'est la même chose, seulement que maintenant le mur n'est plus droit comme ici, mais il est variable. On va le dessiner. Voilà. Je vais tirer un trait. Et on va dessiner la vue de face de notre mur. Voilà. Voilà. Je vais dessiner l'ancrage, toujours. Voilà. Pour dire qu'il y a encore 2 mètres dans le sol. La hauteur à ce niveau, ici, l'altitude, j'ai 106,37 et 106,4, mais ici j'ai plus, j'ai 107,24. Donc la hauteur du mur total ici, ça sera quoi? Alors ici c'est toujours, c'est la côte projet. Alors ça sera quoi? Ça sera 6,4 plus 2, donc 8,4 mètres. Et ici ce sera 7,24 plus 2, ça sera 9, la hauteur totale à ce niveau-là. Ça sera quoi? 9,24. Je corrige, 24 mètres. Maintenant, le mur est à hauteur variable. Et bien, on va se poser la question, avec quelle hauteur, donc H1 et H2, avec quelle hauteur on va calculer le B et les H. Bien sûr, c'est clair qu'on va calculer les dimensions du mur avec la valeur la plus grande. Et dans ce cas-là, on va avoir B environ égal à 0,7 fois 9,24 et on obtient 6,47 et on choisit B. On choisit B est égal à 6,50 mètres. 6,5 mètres.
Très bien. Maintenant, pour l'épaisseur ER, qui est égale à ES, rideau et paillasse, ça sera toujours 9,24 sur 12. Ça est égal à quoi? 9,24 divisé par 12, ça me donne 0,77. Et on choisit ER est égal à ES est égal à 0,8 mètres. Passons maintenant au calcul des volumes béton de la semelle. Volume béton semelle, c'est égal à quoi? Très simple. Alors, c'est la largeur de la semelle, à savoir 6,50, fois l'épaisseur de la semelle, à savoir 0,8, fois la longueur de la tranche, c'est la tranche T2. D'accord? La longueur de la tranche, vous la voyez ici, je vous l'ai donné, c'est 20,2. Et je trouve un volume béton de la semelle de 105,04 mètres cubes. Maintenant, nous allons calculer le volume du rideau. Rideau. Alors regardez, le rideau ici, il est de hauteur variable, plus l'épaisseur qui est variable. Donc nous avons une hauteur qui est variable, mais aussi en profil, rappelez-vous toujours, nous avons des murs qui ont des épaisseurs variables comme ça. D'accord? E est égal à 25 et ici c'est 0,8. Donc on va calculer non seulement la hauteur moyenne, H moyenne, pour calculer le volume, mais aussi l'épaisseur moyenne. Donc le volume du rideau, ça sera la hauteur moyenne, puisque c'est un trapèze, d'accord, multiplié par l'épaisseur moyenne, multiplié par la longueur de la tranche, qui est égale à 20,2. Très bien. La hauteur moyenne, c'est quoi? C'est égal à 9,24 plus 8,40 divisé par 2. C'est égal à 8,82 mètres. Très bien. L'épaisseur moyenne, maintenant, c'est 0,25 plus 0,8 divisé par 2, c'est égal à 0,525. Alors attention, ici, c'est la hauteur moyenne que je vais noter étoile. Vous n'avez pas fait peut-être attention, d'accord, pour le calcul du rideau, parce qu'on doit toujours enlever l'épaisseur de la semelle. Donc finalement, HM étoile, c'est la hauteur moyenne moins l'épaisseur de la semelle. Et ça sera 8,82 moins 0,8 et ça sera 8,02 mètres. Je vais calculer maintenant l'épaisseur, plutôt le volume du rideau. Alors je vais le calculer ici, je prends une autre couleur. D'accord, ce sera quoi? 8,02 multiplié par 0,525, l'épaisseur moyenne du rideau. Après, bien 8,02, après avoir enlevé de H moyenne l'épaisseur de la paillasse. Attention. D'accord, multiplié par la longueur de la tranche qui est égale à 20,2. Et je trouve 85,05 mètres cubes.
D'accord? Voilà, donc à chaque fois que vous aurez à faire des calculs, bien sûr on n'est pas à deux chiffres près, on peut s'arrêter juste à une seule virgule. Moi j'ai pris deux chiffres, vous pouvez prendre moins, on peut avoir des résultats différents. À quelques centièmes près, c'est pas méchant. Donc le volume total, d'accord, le volume total de la semelle. Alors je répète pour ceux qui n'avaient pas suivi, le volume du rideau c'est HM étoile. Étoile, pourquoi? Parce que c'est la hauteur moyenne, donc 8,40 plus 9,24, parce que ces valeurs sont comptées jusqu'à la base du rideau, auquel on doit enlever bien sûr l'épaisseur de la semelle, parce que ce qui m'intéresse c'est juste le rideau. D'accord? Voilà. HM étoile. Voilà, DEM étoile. Voilà. Très bien. Donc voilà, le volume total, ça sera 85,05 plus 105,04. Et ça me donne le volume total de la tranche, volume béton tranche 2, c'est égal à 190,09 mètres. On pourra faire exactement la même chose pour la tranche 3. Et je vais vous donner les résultats, d'accord, que vous allez essayer de rechercher chez vous. Alors voici les résultats auxquels j'arrive. Alors vous voyez ici, pour chaque tranche, 1, 2, 3, on vous remarquez les valeurs qu'on avait trouvées tout à l'heure. Les hauteurs min et max du mur, donc c'est les hauteurs du mur. H, c'est la hauteur max du mur. Ici, il est constant, donc vous avez H max égale H min. Pour la tranche 2, regardez, c'est des valeurs différentes. C'est 9,20. Tout à l'heure, j'avais pris 9,24. Ici, j'ai simplifié le calcul. Au lieu de 9,24, j'ai pris 9,20. On peut faire ça pour ne pas trop compliquer les calculs. Et la hauteur minimale, c'est 8,40. Donc, on va calculer par rapport à 9,20. On retrouve les 6,50. On retrouve les 8 mètres. Et on retrouve des valeurs identiques. Ici, c'est un petit peu différent parce que j'ai pris 9,20 au lieu de 9,24. Et là, vous avez toutes les tranches avec toutes les hauteurs max min, pardon. Très bien. Donc, vous pouvez reprendre le plan qui était au-dessus. Vous avez toutes les tranches et faites les calculs, s'il vous plaît. Alors, ce qui est intéressant, vous pouvez faire une petite application Excel. Vous pouvez programmer même sur votre smartphone. Moi, je l'ai fait. Et tous ces calculs, c'est avec cette application, donc smartphone. Vous pouvez télécharger Excel et utiliser Excel. Pour les gens qui savent utiliser Excel comme formule, donc ce tableau, il se remplit carrément en 2 minutes. Et vous avez le volume total en 2 minutes. Alors, c'est ce que j'ai fait moi. Donc, j'ai sommé le volume des semelles et le volume des rideaux. Regardez, je trouve quand même un volume de béton de 1088 mètres cubes. C'est énorme. C'est tout juste énorme. Alors, puisque dans l'exercice, vous avez dit qu'on va comptabiliser qu'un mètre cube de béton, c'est le prix actuel pour les murs de soutènement. Donc, 1 mètre cube de béton, vous le payez, bien sûr avec la ferraille, etc., le travail, le coffrage, donc fourniture et pose, ce qu'on appelle fourniture et pose. Donc, il vous fait votre mur de soutènement avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien, vous payez 65 000 dinars, donc 6,5 millions le mètre cube. Alors, si je multiplie ce chiffre-là par cette donnée-là, regardez, on trouve un montant vraiment astronomique. D'accord? C'est 70 734 755 dinars. Donc, 70 millions, c'est 7 milliards. 735 millions, voilà, 7 milliards 735 millions de centimes des ZD, bien sûr, l'unité, il ne faut jamais l'oublier. Alors regardez, donc pour ce terrain-là, eh bien, il va falloir, le propriétaire a dû débourser 7 milliards, bien sûr, sans compter les terrassements, sans compter les équipements. Les équipements, c'est le mur de clôture qui est en haut, l'éclairage, tout ce qui est drainage derrière le mur, parce que derrière les murs de soutènement, je peux vous donner ce petit détail-là,
parce que je fais un mur rideau comme ça. Regardez, derrière le mur, lorsqu'on va réaliser, on va creuser, on va réaliser notre mur, et bien derrière, on va mettre des remblais. C'est clair, on va remblayer. Très bien. Mais à ce niveau-là, sur une certaine profondeur, comme ça, on met ce qu'on appelle une chemise drainante. C'est pour drainer les eaux de pluie. Chemise drainante. D'accord? Alors, c'est des gros cailloux. D'abord, on met d'abord une buse, un gros tube, d'accord, PVC, perforé. Donc, c'est un PVC. PVC, c'est un tube d'assainissement, PVC perforé, pour que l'eau puisse venir à l'intérieur, il va la faire cheminer. Tout autour, nous allons mettre des gros graviers. Ensuite, une autre hauteur des graviers un petit peu plus petit. Encore d'autres graviers et un lit de sable. Là, c'est le sable pour laisser passer l'eau. Et ici, on va mettre de la terre. La terre noble. Et juste après, on peut faire des remblais quelconques. Donc tout ça, ce qu'on appelle la chemise drainante. Donc chemise drainante, ça coûte de l'argent. Les remblais, ça coûte de l'argent. Donc ce prix-là que je vous donne, c'est uniquement les bétons. Sans compter la chemise drainante, ça coûte très cher. On peut même ici mettre une géomembrane pour que l'eau ne rentre pas dans le terrain. On peut parfois ne pas mettre de chemise drainante et faire ce qu'on appelle des barbacanes, donc des petits trous, vous verrez, les murs de soutènement, on appelle ça les barbacanes. Barbacanes, c'est pour permettre à l'eau de sortir. Parce que si je retiens la terre plus l'eau, ça va faire beaucoup de poussées et mon mur risquera de pivoter. Voilà, donc regardez bien ici la problématique des murs de soutènement, c'est que ça coûte excessivement cher. Et donc, si vous choisissez une côte projet quelconque, sans avoir à l'esprit qu'il va y avoir des murs de soutènement qui vont causer un coût astronomique, ben vous allez mener votre projet à la déroute. Donc, bien choisir ces codes projets, parce que regardez qu'est-ce que ça peut inclure. Et bien, effectivement, notre ami, d'accord, qui fait les médicaments, il a dû débourser tout ça pour uniquement le béton des murs de soutènement. Alors, je ne vous donne pas le prix qu'il a dû payer, d'accord, pour tout, avec la chemise drainante, l'équipement, le mur de clôture tout en haut, pour que les gens ne sautent pas dans, ne rentrent pas dans l'assiette, d'accord, dans l'usine. Ben, je peux vous dire que ça frôle les 10 milliards, voilà. J'en dis pas plus. Donc attention, 10 milliards uniquement pour un mur de soutènement, ben, je pense qu'il aurait pu peut-être faire autrement. Je ne sais pas, donc à vous de voir. D'accord, à vous de voir, regardez. Donc pour ce terrain-là, réaliser tout ce mur de soutènement, d'accord, ça a chiffré excessivement cher. Voilà. Voilà. Et puis le mur était de hauteur variable, hein, pour essayer d'économiser. J'ai pas mis un mur de hauteur constante, parce que ce que je recherchais, c'était gagner au maximum. Voilà, donc je vous remercie et au prochain TD, Inch'Allah.